La Cour de cassation a renvoyé ce lundi l'audience consacrée à l'examen du dossier présumé des détournements du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Parmi les présumés figure l'ancien président de la justice Constant Mutamba, poursuivi pour tentative présumée de détournement. Arrivé au palais de justice à bord d'une ambulance et accompagné du personnel médical, il s'est présenté devant la cour aux côtés du coordonnateur intérimaire du Frivaou. Très attendu par les victimes des conflits de Kisangani, cette audience devait permettre d'entamer l'examen du dossier. Mais, dès l'ouverture du débat, la défense a soulevé plusieurs irrégularités de procédure, affirmant n'avoir jamais eu accès au dossier ni récit des notifications nécessaires pour préparer la défense. Je suis venu, Monsieur le Président, pour plutôt répondre au rendez-vous de mon destin. Je suis là parce que, j'ai appris par mes médecins qu'un document circulait sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne suis pas, en réalité, en mesure de répondre aux questions sur les faits pour lesquels je n'ai jamais pénétré. Et d'ailleurs, lorsque nous entrerons dans l'instruction, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que je ne connais même pas ce dossier. Les avocats de l'ancien garde des Sceaux ont également dénoncé des manquements procéduraux. Selon eux, leur client n'a jamais été attendu par les parquets avant son renvoi devant la cour, contrairement aux exigences de la procédure pénale. Nous n'avons jamais été notifiés de cet exploit-là. Constant Mutamba, s'il a comparu, c'est parce qu'il avait appris comme tout le monde par la voie des réseaux sociaux qu'il y a un dossier contre lui ici, raison pour laquelle il est venu comparaître. Constant Mutamba n'a jamais été auditionné par les parquets, puisque comme vous le savez, les dossiers venaient directement du parquet. Les dossiers venaient directement du parquet et les lois de la République obligent le parquet de convoquer la personne visée et de l'interroger, c'est-à-dire de la verbaliser, de verbaliser la personne. Ce qui n'a pas été fait. Nous avons soulevé ces irrégularités. Il faut noter que la défense a sollicité un délai de 30 jours avant de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer sa stratégie. Une demande que la Cour n'a pas retenue. Après lecture de l'acte d'accusation, le président de la formation des jugements a renvoyé l'affaire au 27 juillet prochain, date à laquelle les débats devraient se poursuivre. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a porté la voix de la République démocratique du Congo ce samedi à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Devant 400 parlementaires de 57 pays, il a articulé son intervention autour de l'urgence climatique et de la guerre dans l'Est. La République démocratique du Congo, pays solution pour le climat, reprenant la maxime du président Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama-Lukonde l'a érigé en doctrine. Argument à l'appui, le bassin du Congo, deuxième poumon forestier du monde, une biodiversité exceptionnelle et le projet couloir vert Kivu-Kinshasa de plus de 500 000 km² au bénéfice de l'humanité. Est-ce alors que le pays est depuis 30 ans victime d'agressions de ses voisins? Combien de morts nous faudra-t-il encore compter? L'engagement de nos États n'est pas à la hauteur, a-t-il déploré. Le thème de notre débat commun portant sur le climat et la solidarité tombe à point nommé. De prime abord, je dois affirmer l'évidence de l'impact et des méfaits du changement climatique qui affecte notre planète, notamment les dérèglements climatiques, les inondations, la canicule, la désertification et tant d'autres. Combien de morts nous faudra-t-il encore compter? Malgré cela, l'engagement de nos États en termes de contribution à la lutte contre ce fléau qui menace notre humanité n'est pas à la hauteur de l'ampleur des conséquences que le monde subit. Pour sa part, la République démocratique du Congo s'affirme naturellement comme un véritable pays solution face aux défis du changement climatique. Grâce à l'immensité de ses forêts tropicales, à la richesse exceptionnelle de sa biodiversité et son immense potentiel en énergie propre, elle apporte une contribution déterminante à la préservation des équilibres mondiaux et constitue un acteur incontournable de la transition écologique de la planète.
Point d'orgue du discours, la dénonciation de l'impact de la guerre sur l'environnement. Le président du Sénat a fustigé l'agression injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers ce supplétif du M23 AFC. Le bilan est sombre, mort d'hommes, déplacements, viols, destruction de la faune, de la flore et pollution des eaux et de la biodiversité. On ne peut pas prétendre assurer un équilibre climatique tant que par la guerre on pille et on détruit massivement les ressources naturelles, a-t-il martelé. À cet égard, je tiens à attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'un accompagnement à relever les défis sécuritaires que mon pays rencontre dans le soutien des accords de paix, notamment signés à Washington, pour le respect de ceux-ci. En ce qui concerne le climat, il s'agit de développer une solidarité francophone forte et sincère envers les pays contributeurs à la lutte contre le changement climatique, afin que leur population particulièrement celles qui vivent dans des forêts, bénéficient en contrepartie d'une compensation juste et équitable. Il y a plusieurs engagements pris par les pays pollueurs quant à ceux. Il est temps de les respecter et de les matérialiser. Pensons à laisser un monde plus sain et plus propre à nos jeunes et aux générations futures. Jean-Michel Samalukonde a appelé la francophonie à un accompagnement concret et au respect des accords de paix de Washington. Il a plaidé pour une solidarité francophone forte avec compensation équitable pour les populations riveraines de forêt. Il a également annoncé le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de Madame Juliana Lumumba à la tête de la francophonie. À retenir, la 52e session de l'APF est prévue à Luxembourg du 5 au 9 juin 2027. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a lancé ce lundi 13 juillet au centre financier de Kinshasa le conférence de performance consacrée à l'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2027. Cette édition réunit 43 ministres sectoriels contre 21 lors de l'exercice précédent, marquant une montée en puissance du processus de préparation budgétaire. Elle est présentée comme la dernière étape avant l'entrée en vigueur du budget programme, prévu le 1er janvier 2028. L'objectif de ces assises est de renforcer les maquettes programmatiques des administrations publiques afin de mieux préparer la transition vers un budget axé sur le résultat. Les travaux bénéficient de l'appui technique d'Afritac Centre et du Fonds monétaire international. Selon le ministre, le grand réformes de l'État ne se décrètent pas. Elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance. Ces rendez-vous annuels est désormais inscrit parmi les étapes majeures de notre calendrier budgétaire. Il constitue un cadre privilégié de dialogue, d'évaluation, d'apprentissage collectif et de consolidation de la réforme des finances publiques engagée sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il traduit également la ferme volonté du gouvernement, conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, de renforcer la gestion axée sur les résultats, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de promouvoir la transparence et d'ancrer durablement une véritable culture de performance au sein de l'administration publique. La réussite du budget programme dépendra moins de la qualité des textes que de notre volonté collective de mettre effectivement en œuvre la dite réforme. Je suis convaincu que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui permettront de consolider les fondements d'une administration moderne, performante, responsable et pleinement tournée vers les résultats. Il faut noter que les conférences de performance se poursuivront jusqu'au 23 juillet avec la participation des différentes administrations concernées.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a pris part à la cérémonie officielle de clôture des travaux préparatoires de la 24e Assemblée générale de la Commission spéciale des coopérations Kinshasa-Brazzaville. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel de ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il est intervenu en sa qualité de vice-président de cette instance de coopération bilatérale. Durant 3 jours, les experts de la COSPECO, réunis sous la présidence de Dieudonné Batisimba, maire de Brazzaville, et du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, ont examiné le principal dossier inscrit à l'ordre du jour en prélude à cette importante assemblée générale. Les échanges ont notamment porté sur la mise en place du nouveau bureau exécutif de la COSPECO, Pôle Kinshasa, le réaménagement de la composition des différentes sous-commissions, l'actualisation du règlement intérieur, ainsi que l'examen du budget couvrant la période 2026-2028. Face à la presse, l'autorité urbaine a souligné que ces assises marquent une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre les deux capitales congolaises. C'était une très belle expérience dans le cadre de ce grande plateforme que la COPESCO, que justement ce grand mécanisme est mis en place pour rapprocher davantage la coopération entre la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. Alors il était question en préparatif de l'Assemblée générale qui se tiendra prochainement, que nous puissions harmoniser les grandes thématiques qui seront développées. Et en marge de cela, nous avons eu aussi à observer tout ce grand travail qui s'est fait dans le cadre de la résiliation urbaine, ce développement urbain qui s'est vu à Brazzaville. Et nous profitons de l'occasion pour dire un hommage appuyé et mérité au président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, pour ces efforts qui est implémenté justement aussi par la mairie de Brazzaville, représentée ici par M. Dieudonné Batisimba. Donc c'est un grand élan et nous pensons que par cette dynamique, la grande coopération va favoriser non seulement la croissance de nos deux villes, mais également le rapprochement culturel qui est une histoire légendaire de ce même peuple. Par ailleurs, les travaux ont accordé une attention particulière à l'organisation des activités prévues en marge de la célébration des capitales africaines de la culture 2026-2027, un événement majeur dont Kinshasa et Brazzaville ont été désignés villes hôtes. Cette dynamique illustre la volonté commune des deux capitales de consolider leur coopération à travers des initiatives culturelles, institutionnelles et des développements d'intérêts partagés. Quel avenir pour la jeunesse congolaise? Thème de la conférence sur le changement de la Constitution et à l'avenir de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique le lundi 13 juillet 2026 au Pullman du Grand Hôtel Kinshasa. Réunis dans toute leur diversité, les représentants des organisations et mouvements de jeunes ont pris part à un espace d'écoute où chaque composante a exprimé ses préoccupations sur l'analyse des contextes nationaux et ses propositions sur la place que les jeunes doivent occuper dans la vie publique et dans les décisions qui engagent l'avenir du pays. La diversité des profils, de milliers de métiers et de sensibilités a permis de confronter les expériences et de faire émerger une lecture plus large des attentes de la jeunesse congolaise. La ministre a remercié chacun des participants pour la richesse des échanges, la pertinence des propositions et l'esprit de responsabilité qui a animé cette rencontre. Elle a enfin signalé que ces dialogues n'est pas une fin, mais le début d'une mobilisation nationale où la jeunesse prendra toute sa place dans la construction de l'avenir de la République. Réunis à Bunia à l'initiative du gouverneur militaire de la province, en collaboration avec la coordination stratégique multisectorielle de la riposte et ses partenaires, les 48 chefs coutumiers des secteurs et chefferies ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les efforts engagés pour interrompre la chaîne de transmission de l'épidémie d'Ebola. Au cours de cette rencontre de haut niveau, le gouverneur militaire a appelé les chefs coutumiers à mettre leur leadership au service de la sensibilisation des communautés. Il les a invités à promouvoir le respect des mesures
de prévention, le signalement rapide des cas suspects et la collaboration avec les équipes déployées sur le terrain. Les responsables de la riposte ont présenté les actions en cours, notamment la recherche active des cas, les suivis des contacts et les campagnes de sensibilisation. Ils ont insisté sur la nécessité d'orienter sans délai toute personne présentant des symptômes vers un centre de traitement Ebola, rappelant qu'une prise en charge précoce augmente les chances de guérison et limite la propagation du virus. Une occasion pour eux également de mettre en garde contre les risques liés au maintien de malades à domicile qui compromet leur survie et favorise la transmission au sein des familles. Nous ne saurons pas vaincre cette maladie sans l'implication de nos communautés locales. Et nous sommes heureux de voir dans cette salle les représentants les plus dignes de ces communautés pour que nous puissions ensemble travailler la main dans la main pour assurer le contrôle de cette maladie. Pour ne pas être long, je voudrais juste solliciter, comme vous l'avez déjà demandé, vous l'avez fait mieux que moi, Excellence. Cette maladie, pour la contrôler, ce n'est pas compliqué. Ce ne sont pas toutes ces ambulances qui circulent ici dans la communauté. Ce ne sont pas les dollars que vous entendez dans les chaînes de télévision internationales, mais c'est plutôt vous, la communauté. Et donc, sans vous, nous ne pourrons pas contrôler cette maladie. Nos diplômes, si grands, de quel pays, de quelle université, ne permettront pas de maîtriser cette épidémie. Le secret de cette épidémie, c'est vous, les chefs coutumiers, les chefs des secteurs ici représentés. Le seul secret pour combattre cette maladie, c'est rompre la chaîne de transmission. Comment rompre la chaîne de transmission? C'est tout simplement, lorsque vous avez un malade, éviter que ces malades contaminent les autres. C'est ça, rompre la chaîne de transmission. À l'issue des échanges, les 48 chefs coutumiers se sont engagés à intensifier les actions de sensibilisation dans leur communauté, à encourager les référencements précoces des personnes malades vers les centres de traitement Ebola et à accompagner les équipes des ripostes. Ils ont par ailleurs sollicité un appui accru du gouvernement et des partenaires afin de remplir efficacement leur mission, réaffirmant que seule une mobilisation collective fondée sur la confiance et l'engagement des leaders communautaires permettra de mettre fin à l'épidémie et de protéger durablement les populations de l'Ituri. Les scientifiques congolais sont invités à mettre leurs inventions et innovations au service du développement de la République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, à l'ouverture de la 4e édition du pré-forum du génie scientifique congolais organisé à l'Institut national des arts, INA, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Devant des chercheurs, innovateurs, universitaires ainsi que des responsables des services centraux des 2 secrétariats généraux de son ministère, la ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de réunir, structurer, accompagner et promouvoir les génies scientifiques congolais afin d'en faire un véritable moteur de transformation économique, de compétitivité et de développement. Cette rencontre vise à mettre en valeur les recherches, les inventions et les innovations développées par les Congolais dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'industrie et les technologies de l'information, a indiqué Marie-Thérèse Sombo. Les inventions et innovations portées par nos compatriotes témoignent d'un potentiel exceptionnel. Elles traduisent la capacité de notre peuple à penser des solutions adaptées à ces réalités, à répondre aux besoins de ces communautés et à ouvrir les perspectives nouvelles dans les secteurs vitaux tels que l'énergie, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'industrie et les technologies de l'information. Pour le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation, Odon Mwangala, la science, la technologie et l'innovation constituent des leviers essentiels pour la transformation de l'économie nationale. La science,
la technologie et l'innovation sont les moteurs fondamentaux du développement socio-économique des nations. Elles transforment les connaissances en solutions concrètes pour stimuler l'économie, améliorer la santé publique et optimiser l'agriculture. Dans un monde où la compétitivité et les défis environnementaux s'accentuent, la maîtrise des technologies et la recherche scientifique deviennent des atouts stratégiques majeurs pour notre pays. Les organisateurs présentent cette 4e édition comme un cadre destiné à valoriser les inventeurs, les chercheurs et les innovateurs congolais tout en valorisant leur accompagnement vers l'entrepreneuriat. Selon Jean-Félix Mayamba, coordonnateur du regroupement national des entrepreneurs du Congo, l'encadrement, les financements et l'équipement des innovateurs permettront de transformer leurs inventions à unité de production et à l'entreprise créatrice des richesses. Un cadre approprié destiné à valoriser les inventeurs, les chercheurs, les innovateurs dans notre pays. Et vous savez bien, les Congolais ne manquent pas de génies. Et il y a des génies qui, s'ils sont encadrés, qui sont équipés, s'ils sont financés, ils doivent créer les unités de production, ils doivent transformer les idées à les entreprises qui doivent aider à ce pour que nous puissions juguler la pauvreté. Il faut souligner que le pré-forum lancé à Kinshasa constitue une étape préparatoire au Salon du génie scientifique congolais prévu au mois d'août. Les organisateurs assurent que les préparatifs sont en cours afin de garantir le succès de cette grande rencontre dédiée à la promotion de l'innovation et de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Le système des Nations Unies en République démocratique du Congo a présenté ce mercredi 15 juillet à Kinshasa son rapport annuel des résultats 2025 par le biais de son coordonnateur résident Damien Mama. Ce document fait les points sur l'appui apporté aux politiques publiques et aux priorités du gouvernement congolais au cours de l'année écoulée, en collaboration avec les différents ministères et en alignement avec le plan national stratégique de développement. Le système des Nations Unies a mobilisé près de 473 millions de dollars américains pour accompagner la mise en œuvre des priorités du gouvernement. Cet appui a contribué à améliorer l'accès des communautés aux services essentiels, à renforcer les institutions publiques, à développer les capacités nationales et à mieux protéger les populations, en particulier les groupes les plus vulnérables. On a derrière ces chiffres des visages de personnes, des populations qui ont retrouvé les meilleurs services au niveau communautaire, des jeunes qui bénéficient de nouvelles opportunités socio-économiques, des femmes victimes de violences sexuelles qui ont été assistées, assistance psychosociale, assistance de l'intégration économique et également assistance juridique pour leur permettre d'avoir la justice. Parce que vous savez, en matière de violence, la justice répare autant que les soins médicaux pour l'assistance psychosociale. Et ce sont également les institutions publiques qui sont mieux organisées et qui profitent du réseau de connaissances mondiales dont nous disposons en tant que système des Nations Unies pour permettre au gouvernement d'adopter des politiques et des pratiques qui sont bien sûr conformes aux standards internationaux. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, Damien Mama, a précisé que les résultats présentés sont issus d'un travail réalisé avec le ministère sectoriel. Il a assuré que les chiffres du rapport ont été validés conjointement avec les gouvernements, garantissant ainsi leur fiabilité. Les chiffres qui sont ici sont des chiffres tirés des documents officiels du gouvernement, des enquêtes qui ont été faites ensemble avec l'INS. Vous savez, parfois, lorsque nous publions des chiffres, on pense que c'est nous qui avons l'autorité ou le pouvoir de générer des chiffres. Non, on ne génère pas nous les chiffres. Nous générons des chiffres ensemble avec les structures gouvernementales. Et normalement, tout ce que vous trouvez ici, c'est tiré des enquêtes qui ont été faites par le gouvernement avec notre appui. Et nous collaborons aussi avec d'autres. C'est l'occasion pour moi, au nom du système des Nations Unies, de remercier
remercier l'ensemble de nos partenaires parce que pour faire tout ce qu'on doit présenter. Malgré un environnement marqué par des défis sécuritaires, humanitaires, économiques et sanitaires, les Nations Unies ont poursuivi leur appui aux efforts du gouvernement. Un accompagnement qui a permis de maintenir des interventions dans plusieurs secteurs et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement au profit des populations. Nous, l'année dernière, lorsque les crises se sont aggravées à l'Est, notamment au nord Kivu, au sud Kivu, on aurait pu reconcentrer toutes nos activités vers l'urgence. Mais on a choisi de ne pas faire ça ici parce que la RDC n'est pas que le nord Kivu, le sud Kivu. Nous intervenons dans l'ensemble du pays et nous pensons qu'en investissant dans le renforcement des systèmes, en investissant dans des politiques de durabilité, nous serons en mesure d'aider le pays à construire des outils et des systèmes et un substratum solide de politique qui aide à la transformation progressive pour que l'État puisse donner de l'emploi, pour créer l'environnement pour l'emploi, offrir les services au niveau des communautés, les services de santé, d'éducation, mais également services publics, y compris l'administration. Au-delà des chiffres, ces rapports mettent en évidence les résultats de la coopération entre les gouvernements congolais et les systèmes des Nations Unies, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour répondre aux défis du développement en République démocratique du Congo. Les responsables des principales confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont été reçus ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Au centre des échanges, la recherche des solutions susceptibles de consolider le climat de paix et de raffermir les vivre ensemble. À cette occasion, Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national inclusif conçu comme un cadre d'échange entre les différentes forces vives de la nation dans le respect de l'ordre constitutionnel. Au sortir de cette audience, le cardinal Fridolin Ambongo, qui s'exprimait au nom de la délégation, a salué cette décision du chef de l'État. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo ? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs
d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Autour du président de la République étaient réunis plusieurs responsables religieux, notamment Monseigneur André Bukundoa de l'Église du Christ au Congo, l'archevêque Ejibaya Mampia de l'Église des Réveils du Congo, l'échevêque Abdallah Mangala de la communauté musulmane, Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de l'Église catholique, ainsi que le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. L'initiative présidentielle ouvre ainsi la voie à un processus de concertation appelé à rassembler les différentes composantes de la société autour des enjeux majeurs de la nation. En mission d'itinérance dans la province du Nord-Ubangi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a présidé une réunion du comité provincial de sécurité élargie. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de province Jean Bosco Kotongo a indiqué que le VPM Chabani a formulé plusieurs orientations stratégiques visant à renforcer la gouvernance sécuritaire. Parmi celles-ci figure la nécessité de procéder à l'identification des élèves verts transhumants, communément appelés Bororo, afin d'assurer un meilleur suivi de leur mouvement et de prévenir toute menace potentielle à la sécurité dans la province. Je pense que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, profitant de son itinérance dans la province du Nord-Ubangi et qui s'est fait accompagner de grands responsables des différents services, a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie. Et au cours de cette réunion, on a débattu de beaucoup de problèmes qui concernent d'abord la sécurité. La sécurité, vous savez que la province du Nord-Ubangi, c'est une province qui est frontalière à un pays, la République centrafricaine, et partage plus de 620 km de frontières avec cette République, avec ce pays. Et donc il se pose beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire. On en a débattu au cours de cette réunion. Il y a des recommandations qui ont été faites. Mais au-delà de ce problème de frontières, de la sécurisation de frontières, nous avons également parlé de présence de ce que nous appelons les éleveurs Mbororo, qui sont dans notre province et qui créent beaucoup de problèmes à nos populations. Nous avons essayé également d'en débattre, mais au-delà de ce problème également, nous avons parlé de tout ce qui est problème sur le plan social, où parfois, pas parfois, où on connaît des retards de paiement, pratiquement au niveau de tous les services, santé, enseignement, fonction publique, mais aussi les militaires. Tout ça, on en a débattu. Et je pense que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est un des membres du gouvernement central, pourra porter notre voix et tout ce qu'il a entendu au niveau du gouvernement central pour que celui-ci puisse trouver tant soit peu de solutions à tout ce que nous avons, à tout ce dont on a parlé au sein de cette réunion. Cette séance a permis de faire une évaluation approfondie de la situation sécuritaire de la province avec l'ensemble des services de défense et de sécurité ainsi que des autorités provinciales. Les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa se poursuivent. Ce vendredi, le jeune bâtisseur du service national était mobilisé à la place Pascal dans la commune de Massina pour une nouvelle opération d'écurage des caniveaux, de débroussaillage et de nettoyage des espaces publics. Une initiative qui s'inscrit dans la campagne de lutte contre l'insalubrité engagée dans la capitale. Sur le terrain, les équipes ont procédé à l'évacuation des déchets et au désengorgement des caniveaux afin de rétablir l'écoulement des eaux et d'améliorer le cadre de vie des habitants. En visite sur les sites, le chef de l'État a salué la discipline et le dévouement des jeunes bâtisseurs. Il s'est réjoui de voir leurs efforts reconnus par la population et a annoncé son intention d'améliorer progressivement leurs conditions sociales afin de valoriser leur engagement au service de la République. Les locaux commis par citoyens, il y a valeur, il y a mboka. Oyoki ndenge bandeko na biso ba compatriote na biso nyonso bazali kokumisa kosala na bino.
bozali kosala ngo mpe malamu bozotungisa bato te bozosala kaka nde mosala na bino mpe kofaire respecter loi na biso. Donc naza mpena na esengo mingi yango tokokontinue kotala ndenge nini tokoki kaka kosala tobongisaka bavi na bino lifuta ya malonga ezala kolia ya malonga ezala mpo na bino na mpo na bafamille na bino. Le président Félix Tshisekedi a par ailleurs exhorté les jeunes bâtisseurs à poursuivre leur mission avec le même sens du devoir dans le respect des instructions de la hiérarchie, tout en leur réaffirmant le soutien des autorités pour assurer la réussite de cette opération. Bino bo continue kaka misala na bino ndenge bozosala na bolanda mateya instruction oyo ya général Jean-Pierre Kasongo yende mutu azokamba bino awa na bayebanso bazali kosala pembeni na ye po ete misala ya komisa Kinshasa bopeto ezala lokani tozala be nsima na bino tokobandaka kosunga bino po misala ekende liboso. Nzamba batela bino, merci beaucoup na nga mpena ya kotala namona ngamo na miso ndenge makambo ezosalema awa na sepeli makasi. Nzambe abatela bino longonya na bino. Merci. Lancée à Massina Pascal, cette campagne d'assainissement sera progressivement étendue à d'autres communes de Kinshasa. Les autorités appellent également la population à accompagner cette initiative en adoptant les comportements éco-responsables, notamment en évitant de jeter les déchets sur la voie publique et en préservant les ouvrages d'assainissement. Asali Kézon, Alain Koué, Pekissan, dans la violation à consigne. N'est-ce que tout ça pour la Takaka consigne avec une chose pour continuer à couper. Outa Likolo et commandant bataillon, commandant compagnie, commandant Zaliawa, consigne comme côté Pessami, au Bétam, au Kangam. Pour réguler la circulation, on est dans la société. Nous sommes pour assez assainissement, pour la salité. Ce qui nous doit salir, pour venir le chef de l'État, il y a pour nous la perte. Et puis, ça dit qu'on a bâtisseur à Zobéta. Oh, bâtisseur à Zobéta, on a une chemise. Oh, bâtisseur à Botolo, il a oh, bâtisseur à Zobéta, et puis Sami. Yogani? Oui. Et que nous avons la discipline. Pour la population soit à Kinshasa, que nous avons discipliné, nous devons travailler pour la population. Vous aidez? Oui. Est-ce que vous voyez que ça me pose à beaucoup de choses? Oui.